Je me tenais devant la porte d'entrée, ma petite valise prête, les billets pour Paris soigneusement rangés dans mon sac, lorsque mon téléphone a vibré. J'ai pensé à un rappel de ma fille, peut-être un détail de dernière minute avant notre départ. Mais les mots qui s'affichèrent sur l'écran me glacèrent, « Tu ne viens pas avec nous en Italie. Marc préfère que ce voyage reste en famille. » En famille, et moi? J'étais sa mère. J'avais organisé ce voyage, réservé les hôtels, payé les billets. C'était moi qui avais rêvé de ce moment depuis des mois, moi qui avais passé des soirées entières à préparer l'itinéraire, à trouver des petits restaurants typiques pour que tout soit parfait. Mes doigts sont restés suspendus au-dessus de l'écran. J'ai relu le message 3 fois, espérant y voir une mauvaise blague. Mais non. C'était sec, définitif. J'ai simplement répondu, « D'accord ». Puis j'ai refermé ma valise, une valise que je n'allais plus ouvrir pour ce voyage. Dans ma chambre, les guides touristiques annotés restaient éparpillés, la nouvelle robe que je comptais porter à Florence pendait encore, étiquettes intactes. Le billet de train pour Paris, puis l'avion vers Rome, reposait sur la table de nuit, inutile désormais. Assise au bord du lit, j'ai senti la solitude s'abattre sur moi comme une chape de plomb. Tout ce que j'avais préparé, rêvé, offert, balayé en une phrase. J'ai appelé la SNCF, annulé mon billet. La voix polie au bout du fil ne savait pas qu'elle venait de mettre fin à un morceau de mon cœur. Le soir, j'ai ouvert par réflexe mon ordinateur. Sur les réseaux sociaux, la première image apparue m'a coupé le souffle, Marc, mes beaux-parents, et ma fille, tous souriants devant le Colisée. Légende, le début des meilleures vacances en famille. Je me suis senti comme effacé d'une photo de ma propre vie. Les yeux rivés à l'écran, j'ai parcouru d'autres clichés, E4 à la terrasse d'un café romain, levant leur verre au soleil, reprenant presque mot pour mot les étapes que j'avais prévues. Chaque image m'écrasait un peu plus. Le lendemain matin, je n'ai pas dormi. J'ai appelé ma fille. Je voulais comprendre. Sa voix, enjouée au départ, s'est vite durcie. « Maman, Marc trouve que tu es trop envahissante. On ne veut pas que tu ruines nos vacances. » Envahissante. Ruinée? Moi, qui avais payé leur maison, couvert leurs dettes, organisé ce voyage? J'avais l'impression de recevoir une gifle. Je me suis levée, et traversé le couloir jusqu'à mon bureau. Sur les murs, des photos, sa naissance, ses anniversaires, son mariage, autant de moments où j'avais tout donné. Je me suis assise face à mes papiers, relevés bancaires, quittances, preuve de tout ce que j'avais financé pour elle et son mari. De mon épargne retraite à leur crédit immobilier, tout y était. J'ai compris que je n'étais pas aimée pour ce que j'étais, mais pour ce que je donnais. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré, une notification bancaire. Ma fille venait de régler un déjeuner à Rome, avec la carte que je lui avais donnée pour les urgences. En déroulant les transactions, j'ai vu, hôtel, boutique, visite, tout à mes frais. Elle m'excluait de leurs vacances, mais utilisait mon argent pour les financer. Je suis resté un long moment, le doigt suspendu au-dessus de l'option, retirer l'accès. Puis j'ai cliqué. Accès supprimé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un minuscule souffle de liberté. Mais à peine le lendemain, l'appel est arrivé. Sa voix était tranchante. « Maman, ma carte a été refusée. Rends-moi l'accès immédiatement. » J'ai répondu calmement, « Non. » Alors, le ton est tombé dans la menace. « À notre retour, on cherchera une maison de retraite pour toi. On vendra ta maison, tu n'as pas besoin de tout cet espace. » J'ai raccroché sans un mot, le cœur battant mais les idées claires. Ils voulaient m'écarter de ma propre vie? Très bien. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la maison où ils vivaient encore, m'appartenait toujours, légalement. Vous, qui écoutez mon histoire, avez-vous déjà ressenti cette douleur? Celle d'être effacé, trahi par ceux pour qui vous avez tout sacrifié? Dites-le moi dans les commentaires. Peut-être qu'en partageant, nous nous sentirons moins seuls. Ce matin-là,
après l'appel, j'ai bu mon café en silence, en fixant le jardin derrière ma baie vitrée. 30 ans que j'habitais ici, 30 ans de souvenirs gravés dans chaque recoin. Je savais désormais qu'il voulait me faire disparaître, me réduire à un meuble encombrant qu'on range ailleurs. Mais cette fois, je n'allais pas me laisser faire. Je suis allé chercher un vieux dossier dans le tiroir bas de mon bureau. À l'intérieur, les actes de propriété. Le mien, pour ma maison, et celui de la maison de ma fille et de Marc, rue des Tilleuls. Noir sur blanc, il n'y avait qu'un seul nom, le mien. J'avais acheté cette maison pour eux il y a 2 ans, pensant les aider à démarrer dans la vie. Le transfert de propriété ? Toujours repoussé. Trop de paperasse, pas le temps, on verra plus tard. Plus tard, c'était aujourd'hui. J'ai appelé un agent immobilier de confiance, Monsieur Leroux, un homme discret qui m'avait vendu ma maison. Sa voix s'est éclairée quand il m'a reconnu. Je lui ai exposé ma volonté, vendre vite, à un bon prix, et sans bruit. Après un silence, il a dit, « C'est faisable. Le marché est excellent. » Nous avons convenu d'un rendez-vous dans l'après-midi. À 15 heures, je garai ma voiture devant son agence, une bâtisse de pierre claire au cœur de Caen. Autour d'un bureau couvert de dossiers, nous avons étudié les prix du quartier. Le chiffre qu'il a avancé m'a presque surprise, largement plus que ce que j'avais payé. En l'état, on peut trouver preneur en 1 semaine, peut-être moins. J'ai signé les documents de mise en vente d'une main ferme. En sortant, j'ai respiré l'air frais avec un sentiment étrange, un mélange de détermination et de tristesse. Je n'avais jamais pensé devoir agir ainsi contre ma propre fille, mais ce n'était plus une question d'amour. C'était une question de dignité. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un café que j'aimais bien. J'ai commandé un thé et, en attendant, j'ai passé quelques coups de fil. D'abord à un garde-meubles, pour réserver un grand box. Ensuite à une petite entreprise de déménagement, tenue par un certain Damien, recommandé par une voisine. Sa voix directe et posée m'a plu tout de suite. Tout vidé en une matinée ? Aucun problème. Nous avons fixé la date, le lendemain. À la maison, j'ai préparé une enveloppe avec les clés de la rue des Tilleuls, et un inventaire mental des pièces. Tout ce que j'avais payé, tout ce que j'allais faire emballer et mettre à l'abri. Je n'allais rien casser, rien jeter. Mais plus rien ne leur appartiendrait ici. Le soir, j'ai dîné seul dans ma cuisine, un plat simple. Mon esprit, pourtant, bouillonnait. Chaque fourchette que je portais à ma bouche accompagnait une pensée nouvelle, comment ils réagiraient en rentrant, ce qu'ils diraient, jusqu'où ils oseraient aller. Je savais que l'affrontement serait violent, pas dans les cris, mais dans les regards et les silences. Et étrangement, cette perspective ne m'effrayait pas. Quand je suis allé me coucher, j'ai ouvert ma fenêtre sur la nuit froide. Dans le lointain, les clochers de Caen se découpaient dans l'obscurité. Je me suis promis que le lendemain marquerait la fin d'un chapitre, et le début d'un autre. Demain, à 8 heures précises, ma vengeance silencieuse commencerait. Le lendemain, à 7h45, j'étais déjà garé devant la maison de la rue des Tilleuls. L'air du matin était vif, et une fine brume montait des pavés encore humides de rosée. Je n'avais pas mis les pieds ici depuis des semaines. Pourtant, tout m'était familier, la clôture que j'avais fait poser, les rosiers que j'avais plantés moi-même pour embellir leur quotidien, le paillasson neuf acheté l'an dernier. La camionnette de Damien arriva pile à l'heure. Il en descendit, suivi de 2 jeunes déménageurs en combinaison bleue. Damien me serra la main, son regard sérieux. « On fait ça propre et vite, madame. » Je lui ai tendu les clés. En ouvrant la porte, l'odeur de leur intérieur m'a frappé. Un mélange de lessive, de parfum, et de souvenirs. Nous avons fait le tour des pièces. Tout ? Demanda Damien. Absolument tout. Dans le salon, la grande bibliothèque remplie de livres que j'avais offerts au fil des années. Sur la table basse, un vase en cristal que j'avais acheté à Venise, lors d'un voyage où j'avais rêvé de revenir, mais jamais pour moi.
Dans la cuisine, l'électroménager haut de gamme payait sur mes économies. Rien n'avait été choisi ou financé par eux. Les garçons commencèrent à emballer méthodiquement, housses épaisses pour le canapé, cartons étiquetés pour la vaisselle. J'aidais, malgré les protestations de Damien. Mes mains retrouvaient des gestes précis, rapides, presque professionnels. Dans la chambre principale, je tombai sur un détail qui me serra la gorge, un cadre photo posé sur la table de chevet, montrant Marc et mes beaux-parents, mais pas moi, pas une seule fois. Comme si j'avais toujours été en marge. En ouvrant le placard, je découvris les vêtements de ma fille, alignés par couleur. J'en caressai un du bout des doigts, me souvenant l'avoir acheté lors d'une sortie mère-fille, un de ces rares moments où je croyais encore que rien ne nous séparait. À 10 heures, les pièces commençaient à résonner, vidées de leur contenu. Damien et ses hommes remplissaient le camion à un rythme régulier, comme une mécanique bien huilée. Dans la future chambre d'enfant, qu'ils n'avaient jamais occupée, je retrouvais des cartons de jouets encore emballés. Des cadeaux prévus pour plus tard. Plus tard. Un mot qui, dans ma vie, avait fini par signifier jamais. Avant de fermer la porte pour la dernière fois, j'ai fait un dernier tour. Les rideaux flottaient légèrement dans le courant d'air, comme pour dire adieu. Je me suis penché sur le chambranle de la porte d'entrée où, discrètement, j'avais gravé mes initiales l'année de l'achat. Une marque invisible pour eux, mais pas pour moi. Nous avons roulé ensemble jusqu'au garde-meuble. Damien a tout disposé dans le box numéro 12, soigneusement empilé, rien abîmé. Une fois le cadenas verrouillé, il m'a tendu les clés. Voilà. À vous de décider ce que vous en ferez. En repartant, je sentais un vide étrange. Pas celui du regret, plutôt celui d'un espace qu'on lidère avant de le remplir de neuf. Le soir, un message de l'agent immobilier, visite prévue demain avec un couple intéressé. Je savais que la partie ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de Caen était clair, traversé par une lumière franche qui donnait presque l'impression que la ville tout entière s'apprêtait à assister à ma revanche. J'étais assise dans le bureau de Monsieur Leroux, un café fumant à la main, lorsque le couple est arrivé pour visiter la maison de la rue des Tilleuls. Ils avaient l'air jeunes, trentaine à peine entamée. Elle, enceinte de quelques mois, portait une robe claire qui flottait autour d'elle comme un voile. Lui, grand, l'air calme, tenait un dossier sous le bras. En les voyant, j'ai ressenti une drôle de chaleur, cette maison allait peut-être enfin accueillir une famille qui se la mériterait. Monsieur Leroux les accompagna, moi derrière. Les pièces vides paraissaient plus lumineuses, débarrassées du poids des mensonges et de l'ingratitude. La jeune femme caressa le rebord d'une fenêtre. On sent qu'il y a eu de l'entretien. Le mari acquiesça en regardant la cour, et cet espace, parfait pour un petit potager. Je ne dis rien. Je les observais s'approprier mentalement un lieu qui, dans quelques jours, ne me lierait plus à ma fille et à Marc. La visite fut rapide. À la fin, dans le bureau de l'agence, ils signèrent une offre d'achat ferme. Montant, au-dessus du prix espéré. Date de clôture, dans les 48 heures. Je posai mon stylo sur le contrat avec une lenteur calculée, savourant chaque seconde où cette maison cessait d'être un poids et devenait un atout. En sortant de l'agence, j'ai fait un détour par le marché Saint-Sauveur. Les odeurs de pain chaud, de fromage affiné et de fleurs fraîches me rappelaient que la vie avait encore des parfums simples, loin des manipulations familiales. De retour chez moi, je m'installai dans la véranda, un verre de vin à la main. Mon téléphone resta silencieux toute la journée. Pas de nouvelles d'Italie. Pas d'excuses, pas de justification. Je savais que, tôt ou tard, la nouvelle du déménagement et de la vente leur parviendrait, et je pouvais presque entendre déjà la colère qui s'ensuivrait. Le soir, un mail de Monsieur Leroux confirma que toutes les formalités étaient lancées, que le notaire fixerait la signature dès le lendemain matin. Je ressentis un calme inédit, comme si une page était en train de se tourner sans que j'aie besoin de forcer les mots. En me couchant, je fixai le plafond quelques minutes. Demain, tout serait officiel. Et le véritable choc, lui,
restait encore à venir. Le surlendemain, à 10 heures précises, je franchissais la porte du cabinet notarial, dossier sous le bras. L'odeur du bois ciré et des vieux livres emplissait la pièce. Le notaire, un homme à la barbe grisonnante et au ton posé, m'accueillit avec un sourire courtois. Sur la table, les documents de vente attendaient, soigneusement empilés. Quelques signatures plus tard, c'était fait, la maison de la rue des Tilleuls ne m'appartenait plus. L'argent, lui, venait d'être transféré sur mon compte. Une somme nette, propre, résultat d'une décision mûrie dans le silence et sans un mot de trop. En quittant le bureau, je me sentais légère, comme si j'avais déposé un sac de pierres que je portais depuis trop longtemps. Mais je savais que le moment que j'attendais vraiment approchait, celui où ma fille et Marc rentreraient d'Italie, valise à la main, et découvriraient la vérité. Le jour même, en fin d'après-midi, mon téléphone vibra. Un numéro étranger. J'ai décroché. Leur voix, essoufflée, trahissait l'impatience. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des gens dans notre maison. » Le mot « notre » me fit presque rire. J'écoutais leurs plaintes, leurs accusations, sans les interrompre, laissant la colère se déverser comme une rivière en crue. Puis, d'une voix égale, j'ai dit, « Ce n'était pas votre maison. C'était la mienne. Je l'ai vendue. » Un silence brutal suivit. Marc finit par lâcher, « Mais où sont nos affaires ?» Je pris une inspiration tranquille, en sécurité. Dans un garde-meuble. Vous avez l'adresse et la clé à l'intérieur de l'enveloppe que je vous ai laissée. Les protestations redoublèrent. Les menaces de poursuite fusèrent. Je répondis calmement que tout avait été fait dans la légalité, que je leur souhaitais bonne chance pour trouver un nouvel endroit où vivre. Puis je raccrochai, laissant ma maison plongée dans un silence presque apaisant. Le soir, assise dans mon fauteuil préféré, j'observais le ciel de Caen se teinter de pourpre. Je savais que, pour eux, la tempête venait de commencer. Pour moi, au contraire, c'était la première accalmie depuis des années. Le lendemain matin, les journaux locaux annonçaient un temps clair sur toute la Normandie. Moi, je prenais mon café comme si de rien n'était, le regard perdu dans les branches du vieux pommier au fond du jardin. Je savais que ce n'était qu'une question d'heure avant qu'il ne frappe à ma porte. À 11 heures précises, la sonnette retentit, longue, insistante. En ouvrant, je les vis, ma fille, les traits tirés par le voyage, et Marc, livide, tenant encore une valise. Derrière eux, un taxi patientait, moteur allumé. Leur regard était chargé d'une colère brute. « Maman, tu es devenue folle ?» lança-t-elle sans préambule. « Folle de quoi ?» ai-je répondu calmement. « De vendre notre maison dans notre dos. »« Votre maison ?» ai-je répété en appuyant sur le mot. « Relis l'acte de propriété. »« Mon nom. Pas le vôtre. » Marc s'avança, tentant d'imposer sa stature. « C'est immoral, et tu vas le regretter. » J'ai levé les yeux vers lui, posé, comme on regarde un enfant qui menace sans comprendre les règles du jeu. Ce qui est immoral, Marc, c'est de profiter de quelqu'un pendant des années, puis de l'écarter quand il ne paie plus. Ils restèrent là, figés, ne sachant plus sur quel ton poursuivre. Alors, je sortis de ma poche l'enveloppe contenant le reçu du garde-meuble et la déposai dans la main de ma fille. Tout ce qui vous appartient est là. En sécurité. Je n'ai rien gardé, rien détruit. Elle fixa l'enveloppe comme si elle contenait une gifle. Marc la prit brusquement, lut l'adresse, puis releva les yeux, ses mâchoires serrées. On ne va pas en rester là. Faites ce que vous voulez. Tout est légal. Sans un mot de plus, je refermai la porte. À travers le verre dépoli, je les vis hésiter sur le perron, puis repartir vers le taxi. Quand la rue redevint calme, je me suis assise dans la véranda, le cœur étrangement paisible. Je savais qu'il tenterait quelque chose, une plainte, une manœuvre, mais j'avais pris mes précautions. Chaque tapier, chaque signature, chaque date était en règle. Ce soir-là,
en rangeant mes documents dans le classeur bleu où je gardais désormais mes victoires administratives, je ressentis pour la première fois depuis longtemps que j'avais repris ma place dans ma propre vie. 3 jours plus tard, la lettre arriva. À pied à en tête d'un cabinet d'avocats de Caen, ton solennel, vocabulaire froid, assignation en justice. Ma fille et Marc contestaient la vente, exigeaient réparation pour préjudice moral et expulsion abusive. Je posai la lettre sur la table de la cuisine, pris le temps de finir monter avant d'y répondre. Une habitude héritée de mon mari défunt, ne jamais réagir à chaud. Puis, j'appelai maître Delaunay, un vieil ami de la famille, avocat à la retraite mais toujours au fait des procédures. Il lut le courrier, leva les yeux vers moi et eut un sourire presque amusé. Ils n'ont aucune base légale. Tu as respecté la loi, et ils ne peuvent approuver la moindre propriété. Ce dossier est déjà gagné. Il se chargea de transmettre le tout à un confrère actif. En moins de 24 heures, la réponse officielle était prête, vente légale, propriété exclusive, aucune obligation de relogement. Je signai le document avec une satisfaction calme, puis le glissai dans l'enveloppe destinée au tribunal. Les jours suivants, la tension monta dans le quartier. À Caen, les nouvelles circulent vite, surtout quand elles concernent une histoire de famille. À l'épicerie, certains me lançaient des regards approbateurs, d'autres murmuraient que ça ne se fait pas entre mère et fille. J'accueillais les deux réactions avec la même indifférence. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé derrière les murs de ma vie. L'audience fut fixée un mois plus tard, un matin d'automne au tribunal judiciaire. La salle sentait le bois ciré et la poussière des vieux bancs. Je m'étais habillé sobrement, tailleur gris, cheveux relevés. Quand je suis entré, ils étaient déjà là. Ma fille ne m'a pas regardé, Marc, lui, m'a fixé avec un sourire ironique, persuadé de sa victoire. L'audience dura à peine 40 minutes. Mon avocat présenta l'acte de propriété, les preuves de la vente, les factures prouvant que j'avais payé chaque centime de cette maison. En face, leur avocat tenta d'arguer de promesses familiales et d'accords verbaux, des mots creux face à la rigidité du droit immobilier français. Le juge, un homme à la voix ferme, ne mit pas longtemps à trancher. La défenderesse, Madame Dubois, a agi dans le respect complet de la loi. La demande est irrecevable. Les plaignants supporteront l'intégralité des frais de procédure. Le silence tomba dans la salle. Ma fille baissa les yeux, Marc se raidit. Je ramassai mes papiers avec lenteur, pris le temps de glisser chaque feuille dans mon sac. En sortant, j'entendis leurs pas derrière moi, rapides. « Maman, comment peux-tu faire ça ?» lança-t-elle enfin. Je me retournai. La vraie question, c'est comment vous avez pu me faire ça, vous ? Je partis sans attendre leur réponse. Ce soir-là, seul chez moi, je ressentis un mélange étrange, une victoire froide, sans triomphe, mais teintée d'un soulagement profond. Je n'avais plus de chaîne. Pourtant, un vide persistait. Le lendemain, je décidai de sortir de cette maison qui avait vu trop de larmes. En passant devant une petite animalerie du centre-ville, mon regard croisa celui d'un grand chien doré derrière une vitre. Le propriétaire me dit qu'il s'appelait Max, 3 ans, abandonné parce que sa famille partait vivre à l'étranger. J'entrai dans son box. Il posa sa tête contre ma jambe comme s'il me connaissait déjà. 1 heure plus tard, Max était installé sur le siège passager de ma voiture. En rentrant, il explora chaque recoin de la maison avant de s'allonger près de mes pieds, apaisé. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas ressenti le poids de la solitude. Les jours suivants, Max et moi avons trouvé notre rythme, promenade le long de l'Orne, matinée calme dans la véranda, après-midi passé à trier mes affaires. Je me surpris à rêver de voyage, mais pas comme avant. Cette fois, ce serait pour moi seul. Un samedi, en flânant sur Internet, je tombai sur des annonces de camping-car. Un modèle en particulier attira mon attention, un fourgon aménagé, compact mais confortable, idéal pour une femme et son chien. L'idée s'imposa, partir, découvrir la France et au-delà, vivre enfin ma vie à mon rythme.
Je pris rendez-vous chez le concessionnaire. Quand j'ai signé le contrat, j'ai senti que quelque chose en moi se refermait définitivement, le chapitre de la dépendance affective. En revenant à Caen, je passais devant la rue des Tilleuls. Devant la maison, un couple installait des jardinières, un petit garçon courait sur la pelouse. C'était leur maison, désormais. La mienne m'attendait sur les routes. Max, assis sur le siège passager, regardait par la vitre. Je lui ai murmuré, « On y va, mon vieux. Cette fois, personne ne décidera à notre place. » Et je savais que la vraie liberté commençait là, sur cette route que je traçais moi-même, loin des promesses creuses et des amours conditionnels. Le matin du départ, l'air de Caen avait ce parfum de renouveau qui flotte parfois au printemps, même quand l'hiver n'a pas complètement cédé sa place. Max tournait autour du fourgon aménagé, reniflant chaque recoin comme pour s'assurer que tout était prêt. J'avais rangé mes affaires avec méthode, quelques vêtements, un nécessaire de cuisine, mes papiers, et, dans une boîte à part, les rares photos que je voulais emmener. Je n'avais pas prévenu grand monde. Juste ma voisine, Madame Lemoine, qui s'occuperait du courrier et garderait un œil sur la maison. En refermant la porte, j'ai ressenti une légère boule dans la gorge. Pas de tristesse véritable, mais une forme de nostalgie, comme lorsqu'on quitte un lieu après y avoir passé des années à le charger d'histoire. La route s'ouvrait devant moi, et je savais que chaque kilomètre serait une distance de plus entre moi et cette relation toxique avec ma fille. Max, installé sur le siège passager, observait le paysage défiler, la truffe collée à la vitre. Notre premier arrêt fut Honfleur. Le port, avec ses voiliers serrés les uns contre les autres, brillait sous un soleil pâle. Assise à la terrasse d'un café, Max couché à mes pieds, j'écoutais le clapotis de l'eau contre les coques et les conversations des passants. Personne ne me connaissait, personne n'attendait rien de moi. C'était un sentiment de liberté presque neuf. En reprenant la route, je me suis surprise à chanter doucement, un vieux refrain oublié. Je me rendais compte que le silence dans lequel j'avais vécu toutes ces années n'était pas celui du calme, mais celui d'une vie où ma voix comptait peu. Après Honfleur, cap vers la Bretagne. Je passais par Saint-Malo, me promenant sur les remparts, le vent salé fouettant mon visage. Max, curieux, attirait les sourires et les caresses des passants. Dans une petite librairie, j'ai acheté un carnet relié de cuir. J'y ai écrit la première phrase de ce qui deviendrait mon journal de route. Aujourd'hui, je commence une vie où je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. Les nuits dans le fourgon avaient une saveur particulière. Parfois sur une aire en bord de mer, bercée par le bruit des vagues, parfois dans un petit camping où les voisins de passage devenaient, le temps d'un repas, des compagnons d'histoire. Beaucoup étaient comme moi, des âmes qui avaient choisi le mouvement plutôt que l'enlisement. Un soir, alors que je me garais sur un promontoire surplombant la côte de granit rose, mon téléphone vibra. Un numéro connu, celui de ma fille. J'ai laissé sonner. Je n'étais pas prête à rouvrir cette porte. Elle pouvait dire ce qu'elle voulait, inventer ce qu'elle voulait. Moi, je n'avais plus besoin de l'écouter. À mesure que les jours passaient, je sentais mes épaules se délester d'un poids invisible. Les paysages défilaient comme autant de preuves que le monde existait bien au-delà de leur emprise. En descendant vers le sud, je fis halte à La Rochelle. Dans un petit marché couvert, je discutais longuement avec un poissonnier qui, en apprenant que je voyageais seul avec mon chien, m'offrit un morceau de saumon pour votre compagnon à 4 pattes. Ce geste simple me toucha plus que toutes les paroles creuses que j'avais reçues ces dernières années. Chaque soir, avant de dormir, j'ouvrais mon carnet. Les pages se remplissaient vite, des anecdotes, des sensations, des rencontres. Max, lui, s'endormait vite, roulé en boule contre la portière, épuisé par tant de nouvelles odeurs à découvrir. Au bout de 2 semaines, alors que nous longions la côte landaise, j'ai compris que je ne reviendrais pas de sitôt. Ce voyage n'était pas une parenthèse. C'était ma vie désormais. Et cette fois, elle m'appartenait entièrement. Au matin du 15e jour, je me suis réveillée dans le calme à celui d'un petit village perché des Pyrénées, là où les nuages semblent effleurer les toits. La veille,
un couple de randonneurs croisés sur un chemin m'avait indiqué un replat herbeux, parfait pour passer la nuit. Le fourgon était garé face aux montagnes, et Max dormait encore, le museau enfoui dans la couverture. Je préparais mon café sur le petit réchaud, savourant l'odeur chaude qui se mêlait à l'air frais. Devant moi, la lumière du matin enveloppait les sommets d'une teinte dorée. C'était un spectacle que je n'avais jamais pris le temps d'admirer auparavant, trop occupé à courir derrière les besoins et les humeurs des autres. Après le petit déjeuner, je pris le sentier qui descendait vers le centre du village. Les rues pavées, bordées de maisons aux volets colorés, résonnaient du bruit régulier de mes pas. Les habitants, curieux, me saluaient d'un signe de tête. Chez la boulangère, j'achetais une miche de pain chaud. Elle me demanda si j'étais en vacances, je répondis simplement « Non, en liberté ». Elle sourit, comme si elle comprenait exactement ce que je voulais dire. En début d'après-midi, j'ai repris la route, laissant les montagnes derrière moi pour rejoindre la côte méditerranéenne. Le bleu de la mer apparut soudain, éclatant, et Max, excité, posa ses pattes contre la vitre comme s'il avait reconnu quelque chose de familier. Nous avons trouvé un petit camping familial, à quelques mètres seulement de la plage. Là, j'ai rencontré Élise, une femme d'une soixantaine d'années, cheveux argentés et regard franc, qui voyageait seule depuis le décès de son mari. Nous avons partagé un dîner improvisé, poisson grillé, vin local, histoire de vie échangée à la lueur des lampes de camping. Elle me raconta comment elle avait dû se reconstruire après des années d'ombre, et je lui confiai quelques bribes de mon histoire, sans entrer dans les détails. Son écoute silencieuse valait toutes les réponses. Les jours suivants furent rythmés par les baignades matinales, les balades sur le sable avec Max, et les soirées tranquilles à écrire dans mon carnet. Je commençais à sentir que ce voyage me redonnait plus qu'il ne me prenait. Chaque étape m'offrait une petite victoire sur la peur de manquer, sur la solitude imposée, sur la culpabilité qu'on avait voulu m'inculquer. Une nuit, allongée dans le fourgon, j'écoutais la mer. Et j'ai pensé à ma fille. Non pas avec colère, mais avec une étrange distance. Je n'attendais plus d'excuses. Je n'espérais plus qu'elle comprenne. Ce que je possédais désormais, c'était un espace en moi qu'aucune trahison ne pouvait atteindre. En quittant le camping, Élise m'a serré les mains. Continue. Ne t'arrête à tant que tu n'as pas trouvé ce que tu cherches, même si ce n'est pas un lieu. Ces mots sont restés dans ma tête alors que je reprenais la route vers l'Italie, traversant la frontière avec un frisson d'excitation. Sur une aire de repos surplombant la mer de Ligurie, je me suis arrêté pour déjeuner. Max, assis près de moi, observait les mouettes qui planaient au-dessus de l'eau. J'ai compris alors que ce voyage n'était pas une fuite. C'était une renaissance. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie pleinement vivante. Quelques semaines plus tard, alors que l'automne commençait à colorer les collines italiennes, je me trouvais dans un petit village de Toscane. Le fourgon était garé à l'ombre d'un vieux cyprès, et Max somnolait à mes pieds pendant que je feuilletais mon carnet. Les pages s'étaient noircies au fil des jours, remplies d'itinéraires, de réflexions, et de petites joies notées comme on collecte des pierres précieuses. Ce matin-là, j'avais décidé de marcher jusqu'à la place centrale. Un marché s'y tenait, animé de voix et de rires, avec des étals débordant d'olives, de fromages, et de fleurs. Je m'y sentais invisible, libre de flâner sans que personne ne m'attende, ne me juge, ne me réclame quoi que ce soit. En rentrant au fourgon, je trouvai dans ma boîte mail un message inattendu. Un long texte de ma fille. Pas de bonjour ni de politesse, juste une succession d'accusations et de reproches. Elle me traitait d'égoïste, d'ingrate envers tout ce qu'elle avait fait pour moi, une phrase qui me fit sourire tristement. Elle me disait qu'elle avait du mal à se loger depuis la vente, qu'elle espérait au moins que je lui laisserais une part de ce que j'avais gagné. Je relus son message 3 fois, et, pour la première fois, je ne ressentis ni colère ni blessure. Simplement un constat, nous ne parlions pas le même langage, nous ne partagions plus la même réalité. Alors, j'écrivis une réponse courte. Je te souhaite de trouver la stabilité que tu cherches. Mais ma vie m'appartient désormais. Et j'appuyai sur envoyer sans trembler.
Les jours suivants, j'ai continué ma route, traversant l'Italie jusqu'au lac du Nord. Un matin, sur les rives du lac de Côme, je me surpris à penser que je n'avais plus de compte à rendre à personne. Ma liberté n'était pas une vengeance, mais une forme de justice silencieuse. Max et moi rentrâmes en France par les Alpes, profitant des dernières lumières chaudes avant l'hiver. Je fis halte dans une petite auberge de montagne, où le feu crépitait dans la cheminée. Le patron, un vieil homme à la voix douce, me demanda si je voyageais depuis longtemps. Je répondis que oui, mais que ce n'était pas le temps qui comptait, c'était la distance parcourue à l'intérieur de soi. Quand je regagnai enfin Caen, la maison m'attendait, intacte, silencieuse, comme une forteresse préservée. J'y entrai sans appréhension. Les premiers jours, je repris mes habitudes simples, arroser les plantes, lire dans la véranda, marcher au bord de l'Orne avec Max. Rien ne pressait. Un matin, en classant des papiers, je tombai sur une vieille photo, moi et ma fille, elle encore petite, serrée dans mes bras. Je l'observai longtemps. C'était une autre époque, un autre visage, un lien encore pur. Je glissai la photo dans mon carnet de voyage, non pas comme une blessure, mais comme un souvenir que je choisis de garder. La vie reprit son cours, douce et régulière. Les voisins me saluaient avec un mélange de curiosité et de respect nouveau. Certains savaient ce qui s'était passé, d'autres non, mais peu importait. Ce que j'avais gagné allait bien au-delà de l'argent ou d'une maison vendue. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les toits de Caen, je me suis assise dans le jardin avec Max. Le ciel était d'un orange profond, les feuilles craquaient sous le vent. J'ai pensé à toutes les femmes, mères ou grand-mères, qui, comme moi, avaient donné sans compter, espérant que l'amour suffirait à combler les failles. Alors j'ai murmuré, presque pour moi-même. Le silence peut être une arme. Et parfois, il rend une justice que les mots n'atteindront jamais. Ce n'était pas un cri de victoire, ni un aveu de défaite. Juste une vérité apaisée. Ma vie, désormais, m'appartenait. Et personne n'avait plus le pouvoir de m'en priver. L'hiver s'était installé sur Caen, déposant sur les toits une fine couche de givre qui scintillait au matin. Les rues semblaient plus calmes, presque endormies, et dans ce silence, je trouvais un certain réconfort. Depuis mon retour, je n'avais pas eu de nouvelles directes de ma fille, seulement des échos indirects à quelques connaissances communes. Je savais qu'ils avaient trouvé un appartement en périphérie, plus petit, moins confortable que la maison de la rue des Tilleuls. On m'avait dit qu'ils parlaient encore de l'injustice que je leur avais faite. Mais ce mot ne me faisait plus rien. J'avais cessé de leur appartenir le jour où j'avais signé la vente. Un matin, alors que je rentrais du marché avec Max, je trouvai dans ma boîte aux lettres une enveloppe blanche, sans expéditeur. À l'intérieur, une carte de vœux de fin d'année, signée seulement de ma fille, avec quelques phrases impersonnelles. J'espère que tu vas bien. Bonne année. Ah, un mot d'excuse, pas une trace d'émotion. Je la posai sur la table et n'y pensai plus. C'est ce jour-là que j'ai décidé de franchir une étape de plus, mettre en ordre mes affaires pour que jamais personne ne puisse s'approprier ce qui m'appartient. Je pris rendez-vous avec mon notaire pour revoir mon testament. Dans son bureau chaleureux, je lui expliquai que je voulais léguer ma maison à une œuvre caritative locale, celle qui aide les femmes âgées isolées. Il leva les yeux de ses papiers, surpris. « Pas à votre famille ?» demanda-t-il. Je répondis simplement, « La famille n'est pas toujours celle qu'on croit. » En sortant, j'avais la sensation d'avoir verrouillé une porte derrière moi. Les semaines suivantes, je me consacrai à mes projets. Je repris la route à petites étapes, explorant la Normandie, puis la vallée de la Loire, en dormant dans le fourgon avec Max. Partout, je faisais des rencontres. Dans un café de Tours, un vieil homme me raconta comment ses propres enfants ne venaient plus le voir depuis des années. Sur une aire de repos, une femme m'avoua qu'elle voyageait seule parce qu'elle ne supportait plus de rester invisible chez elle. Chaque histoire résonnait avec la mienne, et je me surpris à écrire plus longuement dans mon carnet. Peu à peu, ce carnet devint un manuscrit, le témoignage de ma vie avant et après cette coupure radicale.
L'idée me vint de le partager, pas pour blesser ma fille, mais pour tendre une main à celles et ceux qui se croient seuls dans cette douleur. Au printemps, j'organisais une petite exposition photo à la médiathèque de Caen, avec des images prises pendant mon voyage et des extraits de mon carnet. À ma surprise, beaucoup de visiteurs vinrent me parler, certains avec les larmes aux yeux. Plusieurs femmes âgées me confièrent qu'elles se reconnaissaient dans mes mots, qu'elles avaient, elles aussi, donné tout sans rien recevoir en retour. Cette soirée-là, je compris que ma revanche silencieuse avait pris une autre dimension, elle devenait un message. Un rappel que, même trahis, nous pouvions reprendre notre place, reconstruire quelque chose de beau. L'été suivant, je partis plus loin, direction les Alpes, puis la Suisse. Max et moi traversions des paysages à couper le souffle, dormant près des lacs, grimpant sur des sentiers où l'air put effacer toute lourdeur passée. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les cimes enneigées, je me suis dit que, même si ma fille venait frapper à ma porte demain, je ne reviendrais pas en arrière. Pas par rancune, mais parce que ma vie avait enfin trouvé son axe. À l'automne, de retour à Caen, je reçus un appel inattendu. C'était elle. Sa voix hésitante, moins assurée que dans mes souvenirs. Elle voulait me voir, pour parler. J'acceptai, mais chez moi, et seule. Quand elle arriva, elle sembla plus fatiguée, comme si ces années l'avaient usée. Nous avons bu un thé dans le salon. Elle m'a parlé de ses difficultés, de sa vie moins stable, mais jamais elle n'a prononcé le mot pardon. Je l'ai écoutée sans colère, mais avec la distance de quelqu'un qui a tourné la page. Avant de partir, elle a regardé autour d'elle et a dit « Tu as l'air bien ». J'ai répondu « Oui ». C'était la vérité la plus simple. Après son départ, je suis resté un long moment dans le calme de la maison, Max couché à mes pieds. Je savais que notre lien ne serait plus jamais comme avant. Mais je savais aussi que je n'avais plus besoin de ce lien pour exister pleinement. Ce soir-là, j'ai rouvert mon carnet et écrit ces mots. Le silence n'est pas vide. Il contient la force de tout ce que j'ai reconstruit. Et pour la première fois, je n'ai ressenti ni manque, ni regret. Seulement la certitude que ma vie, telle qu'elle était, me suffisait entièrement.